Mass FM, Massino en live, par vous, pour vous. Alors en face de moi se trouve Madame Leila Doukali, qui est présidente de la commission France-Maroc et chef d'entreprise. Youssef va interviewer dans le thème des femmes au sein de l'entreprise et de la politique. Alors Youssef, on t'écoute. Bonjour Youssef. Donc bonjour madame, c'est un plaisir de vous avoir. Donc pouvez-vous vous présenter? Mon nom est Leila Doukali Benamour, je suis maman de 2 adolescents et engagée nouvellement dans la politique et plus longuement chef d'entreprise. Vous étiez vice-présidente de l'AFEM, donc en quoi consiste cette association? L'association des femmes chefs d'entreprise du Maroc a été créée en septembre 2000. Donc j'ai retrouvé l'équipe peu de temps après. L'objectif premier de cette association, c'est d'encourager les femmes à créer leur propre entreprise au Maroc. Donc aujourd'hui, quelle est pour vous la place de la femme dans la politique et dans les entreprises au Maroc? Bah écoutez, j'ai l'intime conviction que la femme n'a pas la place qu'elle mérite dans le monde de l'entreprise et dans celui de la politique, encore plus dans celui de la politique au Maroc. Et j'ai bien l'ambition, tout au long de cette année 2017 et pendant les années à venir, de faire bouger un peu les lignes et d'encourager ces femmes-là à s'engager davantage et surtout en fait de libérer leur potentiel, parce que les femmes ont un formidable potentiel. Donc considérez-vous la situation des femmes dans l'entreprise et dans la politique comme s'étant améliorée? Dans la politique, non, certainement pas. Dans l'entreprise, oui. Je peux vous donner un chiffre. Grâce à la FEM, un peu plus de 150 femmes ont pu créer leur entreprise. Elles ont été coachées, formées par cette association. Quant au volet politique, il y a un grand chemin à parcourir. Voilà. Donc, quels sont pour vous les obstacles qui empêchent la volet politique de s'améliorer? Eh ben, écoutez, je pense, moi, de mon point de vue, après, je sais pas si je ferai l'unanimité, mais de mon point de vue, j'estime que il y a certains freins à l'engagement de la femme en politique, notamment le poids de son foyer. Une femme actuellement gère tout, la maison, les enfants, le travail. Donc je pense qu'elle n'a pas la place pour une passion. Si c'était sa passion. Il y a le côté un peu machiste des partis politiques chez nous. On met surtout en avant les hommes. C'est ce qu'on voit d'ailleurs partout. Le poids des traditions aussi. On se dit bon, ouais, qu'est-ce qu'elle vient foutre une femme dans la politique? Elle n'a pas sa place. Voilà. Et on va faire en fait tout un travail de prospection pour comprendre en fait pourquoi elles n'y vont pas. Donc pour vous, l'avenir des jeunes femmes dans ces secteurs, qu'est-ce que c'est à peu près pour vous? Bah écoutez, moi si je le vois, je suis très 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 optimiste. Il faut juste aller les chercher, les identifier, comprendre pourquoi elles n'y allaient pas et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elles y aillent. Et donc c'est un long boulot associatif. C'est en fait c'est juste un engagement quoi. Qu'est-ce que les femmes doivent faire en fait aujourd'hui pour être acceptées dans ces secteurs? Ben, elles n'ont pas besoin d'être acceptées. Elles doivent juste s'engager, avoir confiance en elles et se dire qu'elles sont parfaitement capables d'avoir le même poste qu'un homme et qu'elles ont toutes les capacités pour ça et être courageuses. C'est beaucoup d'audace, c'est beaucoup de courage. Et de la confiance en soi. Et de la confiance en soi, bien entendu. Merci beaucoup, madame. Avec grand plaisir, Youssef. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre intervention et pour les nombreuses informations que vous avez pu nous apporter. Je te remercie aussi, Youssef, pour cette interview. Et on vous retrouve tout à l'heure pour plus d'interviews sur Mass FM. Merci. Merci. On se retrouve sur les ondes de Mass FM avec à mes côtés Maître Salima Ibn Khatib, qui est une avocate marocaine. Elle se fera interviewer par Ali Abdelrahman qui, pendant cette interview, nous parlerons de la place de la femme dans le cadre juridique. Alia, on t'écoute. Bonjour maître. Bonjour. Donc vous êtes avocate au barreau de Casablanca et vous êtes spécialiste en droit de la famille. Donc que pensez-vous de cette conférence qui a été organisée?
J'interviens aujourd'hui en tant que je suis invitée par le groupe Massignon à cette conférence que j'ai trouvée très très intéressante vu la qualité des intervenantes. Je peux dire que c'est positif à tous les niveaux et surtout les droits de la femme. Donc le droit de la femme, comme je suis une spécialiste entre autres du droit de la femme, de la famille, je trouve que les droits de la femme restent encore peu développés par rapport à d'autres pays. Et donc, justement, en tant que spécialiste en droit de la famille, pour vous, quelle est la place de la femme au sein de la famille? Le rôle, son rôle? Ben, elle a le rôle le plus important, la femme. Et du coup, on doit préserver, on doit pas préserver, on doit déjà se battre pour qu'elle ait plus de droits et plus, et qu'elle, comment dire, et pour la protéger, pour la protection. Donc comme je vous ai dit, vu mon expérience dans le domaine, la femme est encore, et malheureusement au Maroc, ses droits sont encore sous-développés. C'est-à-dire qu'elle est menacée dans son statut, dans son intégrité physique, vu les cas que je reçois dans mon cabinet de violence, de droits bafoués de la femme et partant de l'enfant. Et dans quel cadre vous avez déjà intervenu pour les violences faites aux femmes? Vous voulez un exemple? Oui, je veux bien un exemple. Bon, déjà, en cas de, par exemple, dans une procédure de divorce, oui. pour que la femme prouve qu'elle est victime de sévices ou de maltraitance, avant déjà il fallait des témoins. Là maintenant avec la Moudawana, les choses ont changé, c'est-à-dire que la femme elle n'a pas besoin de prouver il suffit juste qu'elle dise qu'elle a été victime de violence ou qu'elle est maltraitée par le mari pour qu'elle puisse aspirer à ses droits, mais les droits restent minimes. Donc pour vous dire, en cas de, par exemple, dans une procédure de divorce, quand la femme divorce, elle peut garder le domicile conjugal 3 mois. Après, elle doit le quitter. Donc si elle ne quitte pas le domicile conjugal, l'époux ou l'ex-mari a le droit de l'expulser du domicile avec les enfants. C'est-à-dire que du jour au lendemain, des enfants, toute une famille risque de se retrouver, la femme et les enfants risquent de se retrouver dans la rue, juste parce que le papa veut récupérer son bien, au cas où le bien est au nom du papa, du mari. Donc voilà un exemple. Pour prouver qu'elle a été, par exemple, victime de violence, il faut qu'elle fasse un certificat médical et qu'elle aille voir les autorités et intenter toute une procédure, alors que ailleurs ça se passe pas comme ça. Et vous, en tant qu'avocate, est-ce que vous vous êtes déjà senti dévalorisée face à vos confrères? Je peux dire que dans notre profession, heureusement, il y a cette parité. Mm-hmm. Il y a longtemps, la profession d'avocat était exercée par des hommes. Il y a longtemps, mais aujourd'hui, on peut dire il y a la parité, mais il y a des domaines qui restent consacrés aux hommes. Tout ce qui est criminel, pénal, vu le domaine et vu que c'est en contact avec des criminels justement, donc ça reste un peu consacré aux hommes, mais tout le reste, toutes les branches sont exercées par les femmes dans différents domaines, droit de la famille, droit social, tout. Donc parlez-nous un peu des droits de la femme au Maroc, justement. Enfin, l'évolution, tout ça. On peut dire au Maroc il y a un avant et après Moudawana, comme je vous ai dit. Oui. Donc après le texte de 2004, il y a une première au Maroc, c'est que la femme peut demander le divorce. Avant, ce n'était pas possible. Elle pouvait être, comme je vous ai dit, victime de violence, de maltraitance, avec un mari qui est des fois absent, qui la laisse avec des enfants sans pension alimentaire, sans aucun droit, et qu'elle ne peut même pas demander le divorce. Aujourd'hui, la femme peut au Maroc demander le divorce. Elle l'obtient aussi. Depuis combien de temps elle peut le demander? Depuis 2004. Le texte a été promulgué en 2004.
Ok. C'est la Moudawana, c'est le nouveau droit, c'est le code de la famille. Oui. C'est le code de la famille au Maroc. Donc, après la promulgation de ce texte, la femme peut demander le divorce. Elle peut l'obtenir. En cas de polygamie, si ce n'est plus, maintenant c'est réglementé. Avant, l'homme pouvait se marier autant qu'il voulait, c'est-à-dire les 4 femmes. Aujourd'hui, c'est différent parce que il doit obtenir une autorisation du juge et que la première femme Soit d'accord. Si elle n'est pas d'accord, elle peut pas l'empêcher. C'est ça la nuance, parce que là, ils disent que la première femme peut empêcher le mari de se remarier. C'est pas vrai. S'il a les moyens et il a tout ce qui est capacité physique et matérielle, il peut se remarier, mais avec l'autorisation du juge. C'est-à-dire qu'il faut obtenir l'autorisation du juge. Si la première première épouse n'est pas d'accord, elle peut demander le divorce. Okay. Mais avant, il n'y avait pas cette autorisation du juge. Les droits de la femme mineure. Avant, on mariait les femmes sans autorisation. Maintenant, il y a l'autorisation de se marier. Donc, il faut que la femme mineure soit apte physiquement, que ses parents soient d'accord et qu'ils aient l'autorisation du juge des mineurs pour marier une mineure. Avant, ça n'existait pas. On pouvait marier une fille à 12, 13, 14 sans demander l'autorisation. Voilà des évolutions. Comme je vous ai dit, on n'est pas encore arrivé à ce qu'on veut. Il faut militer, il faut se battre, avec la concertation des politiciens et des intervenants dans le domaine, il faut se battre pour les droits de la femme. C'est pas encore gagné, mais on va y arriver. Et qu'attendez-vous des générations futures pour faire évoluer les droits des femmes? Il faut que la femme parle, c'est-à-dire il faut combattre le silence. Quand il y a une violence, il faut pas dire non, il faut combattre la chouma. Il faut combattre non, on peut pas y arriver. On va y arriver. Comme je vous ai dit avant, l'homme pouvait se marier à sa guise. Aujourd'hui, il doit obtenir une autorisation. La femme ne pouvait. Il y a des femmes que je connaissais qui ont attendu 13, 14 ans et même plus sans pouvoir demander le divorce. Elles ne l'avaient pas obtenu. Aujourd'hui, on peut avoir une procédure on peut avoir un divorce en 1 année. Oui. Donc, on évolue lentement, mais sûrement. Ok. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. C'est moi. Merci à toi, Alia, pour l'interview. On remercie encore Maître Ibn Khatib pour nous avoir donné son avis concernant cette conférence et concernant la femme au Maroc. À mes côtés se trouve Halima Ben Cherif qui va interviewer Madame Rabia Frano Moukhlis, qui est une artiste plasticienne. Elle va nous donner son avis concernant la femme en général. Alors Halima, à toi. Donc bonjour Madame Rabia Frano Moukhlis. Donc vous êtes une artiste plasticienne depuis une vingtaine d'années déjà. Pouvez-vous nous expliquer en quoi votre métier consiste? Est-ce que c'est artiste plasticienne, c'est ça? Oui. C'est artiste pluridisciplinaire, on touche à tout, à la vidéo, à la photo, en fait tous les supports ils sont là pour pouvoir s'exprimer. Donc c'est pas que de la peinture, on peut faire tout en fait. C'est ça qui est intéressant. Mais pourquoi avoir choisi le thème de la femme et non pas un autre? Dans mon travail artistique, oui. Parce que je suis une féministe, parce que je suis convaincue que c'est une bonne cause, qu'il faut qu'on continue le combat. Parce qu'il n'est pas gagné. Il n'est pas du tout gagné. C'est que le commencement. Il y a encore, vous allez reprendre le flambeau dans quelques années et vous continuerez à votre façon. Donc, parce que c'est un thème qui me tient à cœur et à travers l'art, on peut passer les messages. Ça passe mieux que dans le monde de la politique ou dans le social, parce que les gens ils trouvent ça beau déjà. On les attire par le côté artistique, après on passe le message. Vous défendiez les femmes féministes en France pendant 17 ans, puis vous êtes revenu au Maroc. Pourquoi donc ce choix? Le retour au Maroc. Oui. Bon, c'est une question... Il y a un côté personnel par rapport à mes enfants, un autre côté par rapport à mes engagements en France, parce que les 17 ans que j'ai passés en France, j'étais engagée politiquement dans un parti. Je me suis présentée à plusieurs élections que j'ai pas gagnées.
Mais bon, moi j'ai essayé. Après, mes enfants, ils ont commencé à subir parce qu'il y a un racisme ordinaire qui s'est installé. J'habitais dans un petit village en Bourgogne. C'est très joli, c'est magnifique. Les vignes, l'image idéale de la France profonde. Et les gens commencent à s'inquiéter. C'est quoi cet arabe qui vient, qui met son nez dans nos affaires, qui veut devenir députée, puis après elle veut devenir sénatrice. Donc il fallait... je commençais à déranger, tout simplement. Donc mes enfants, ils ont subi un petit peu et ça m'a poussé à prendre une décision radicale, de me dire il fait plus beau au Maroc en plus, il y a du soleil presque toute l'année et puis j'avais envie que mes enfants vivent autre chose. Ah, d'accord. Donc, comment fonctionne votre métier? Comment ça se passe? Travaillez-vous quotidiennement ou de temps en temps? Moi, je me suis donné une obligation de travailler au moins un peu par jour, au moins. Mais la plupart du temps, je travaille la nuit, les week-ends, énormément le week-end, la nuit, parce que c'est un moment où je me sens bien, parce que j'ai envie de mettre la musique. Je suis dans mon atelier, je suis tranquille. Sinon, tous les jours, un petit peu, j'écris énormément, beaucoup, parce qu'avant le travail artistique au sens de terme, j'écris aussi et ça me permet d'avancer au fur et à mesure. Donc, vous faites des expositions, comment ça se passe et quelles sont vos techniques pour attirer les personnes à venir vous voir Alors en France, je travaillais beaucoup sur des projets. Donc je montais un projet soit avec une association, soit avec un groupe d'artistes pluridisciplinaires sur des thèmes assez chocs. Le dernier, c'était la Marianne. Je suis la Marianne. Et là, je vais voir tous les élus, je discute avec eux, j'essaye de trouver des subventions. Et à partir de là, ça se lance. Et donc, c'est des expos qui tournent dans plusieurs villes, dans beaucoup de lycées, parce que ça s'adresse beaucoup aux jeunes. Et si au Maroc, depuis que je suis revenue, je me suis concentrée à créer maintenant. Donc, je me suis pas encore attaquée à l'autre partie. D'accord. À votre avis, votre objectif va toujours rester le même ou il va changer par la suite Par rapport à mon travail artistique, oui. Évidemment, il restera toujours. Il est là, je continuerai. Vous êtes sur plusieurs réseaux sociaux, vous avez une page Facebook, vous écrivez dans des blogs comme Mediapart. Donc à quoi ces réseaux sociaux vous servent-ils dans votre vie quotidienne, etc. En fait, moi, je me sers des réseaux sociaux pour pouvoir passer mon message. Quand j'ai un message à passer, je le passe. C'est comme ça, j'ai plusieurs abonnés et tout, donc je profite qu'il y a un maximum de personnes qui voient. Donc quand, par exemple, je pars du 8 mars, c'est une journée que j'espère qu'il disparaîtra un jour, hein, parce que je l'aime pas du tout, la journée des droits des femmes. J'ai écrit une tribune sur Mediapart, donc tout de suite il a été relayé par les réseaux, donc ça a fait le tour plus vite. Si c'était resté que sur mon blog, ce serait beaucoup plus difficile. Il faut que les gens, que je leur dise que allez voir sur mon blog, sur Facebook, ça c'est plus facile. Vous avez aussi écrit un livre, donc Marianne Présidente et alors, quel a été le message que vous avez voulu passer par ce livre? Que la France va mal, que la France va très mal et je l'ai écrit après les attentats de Charlie Hebdo. Ça vous a beaucoup affecté? Évidemment. Et parce que j'ai perdu des amis là-dedans. Une connaissance. Enfin, c'est pas grave. Ouais. Et donc j'ai écrit ce livre parce que ça fait des années que je remarquais que le Front National est en train de grignoter du terrain en France, surtout dans les villages. Et on sait qu'elle peut y arriver à accéder à la présidence. Plus on avance, plus on sait qu'elle a beaucoup de chance. Et ça faisait plusieurs années, depuis au moins 2012, que je dis qu'elle va y arriver. Tout le monde me disait, non, jamais ça n'arrivera. Parce que regardez, elle n'est pas arrivée à gagner les régionales. Je disais, mais elle a gagné plus de places qu'aucun parti. Parce que ça fait pas longtemps qu'ils se présentent comme ça, de cette façon. Ils ont gagné énormément. Donc c'est déjà un grand pas. Donc elle peut gagner la présidentielle. Donc ça m'a poussé. Je dis, vu que je peux
j'ai un rapport avec les journalistes en France qui était très sympa, donc il fallait que je passe mon message. Donc j'ai dit, j'écris un livre, comme ça je vais me projeter dans les années à venir. Donc c'est une sorte de fiction, politique fiction, où je commence en 1999 et je finis en 2022 quand elle arrivera la prochaine fois où elle va se présenter pour la deuxième fois. Vous avez commencé une pétition contre les violences de la femme. Pourquoi avez-vous fait cela? Parce que j'étais choquée un matin, moi qui ne regarde presque jamais la télé, je regarde plus les journaux sur Internet, je regarde la chaîne, je me rappelle plus, la chaîne marocaine, où il y avait Sabahia, je crois, les matinales, où on expliquait, je crois que c'était la journée contre les violences faites aux femmes. Et je croyais que je rêvais, que c'était un cauchemar, en fait, c'est pas un rêve. Et je voyais, on maquillait une femme qui avait des bleus sur la tête. Je disais, mais je suis folle, est-ce que je vois est réel ou pas, ou c'est seulement un montage, peut-être, je sais pas, peut-être c'était une pièce de théâtre. Au fait, ça s'est avéré que c'était vrai. Ça m'a mis en colère. J'ai cherché un peu sur les réseaux pour voir est-ce qu'il y a quelqu'un qui en parle. Ça ne parlait pas beaucoup le matin, ça commençait à bouger l'après-midi. Donc j'ai dit, mais il faut que j'apporte ma petite pierre moi aussi à cet édifice. Donc j'ai dit, et de toute façon, pour avoir quelque chose dans n'importe quel pays, il faut légiférer. Quand il faut des lois. Il faut des lois. Au Maroc, on manque de lois, je crois que des juristes parleront mieux que moi de ça. Je sais, déjà en France, il y a énormément de lois pour protéger les femmes. Mais malgré ça, il n'y a que 14% de femmes qui sont violées ou agressées, qui déposent plainte. C'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. Donc vous imaginez dans un pays où il y a moins de lois. Donc j'ai posté, je dis allons-y, on va essayer. Cette pétition qui devait être adressée aux élus et aux chefs de gouvernement pour légiférer sur les violences contre les violences faites aux femmes. J'ai lancé, je crois, le 27 décembre. On est à 500 signatures, malheureusement. Malheureusement, j'ai pas compris. Parce que j'ai interdit à mes amis de l'autre côté de la Méditerranée, je dis de ne pas la signer. Je voulais que ça vienne du Maroc ou que ce soit des Marocains qui sont en Europe. Mais je voulais pas que ce soit tous mes amis que je connaissais qui vont signer pour me faire plaisir. Donc je dis si vous... Mais bizarrement, pas beaucoup de signatures. 500, c'est pas grand chose. Mais je continue. Je la laisserai jusqu'à que j'arriverai. Je me suis donné un objectif de 5000. Donc c'est sur change.org. J'espère que vous allez atteindre le taux suffisant. Donc, participez-vous à des associations au Maroc? Au Maroc, oui, j'aide une association ESPOD pour la réinsertion des femmes. Ils sont installés à Darboisa. Ils ont créé, je peux pas en parler mieux plus qu'elle parce que ça fait pas longtemps que je suis avec eux, mais ils ont créé des classes périscolaires, les maternelles en fait, parce qu'ils sont dans le public, dans l'éducation nationale marocaine, il y a plus la maternelle. Donc eux, ils créent ces petites classes pour pouvoir que les femmes amènent leurs enfants, qu'elles puissent apprendre un métier, donc ils leur apprennent un métier pendant que les enfants ils sont dans des classes bien encadrés, qu'ils ont cette chance aussi, pas seulement les personnes comme nos enfants qui sont des privilégiés de la vie, qui ont accès à l'école, on va dire privée ou française. Merci beaucoup Madame Rabia Franou Mourles d'être venue sur les ondes de Mass FM. Merci Halima. Donc oui, nous vous remercions pour nous avoir consacré du temps, Madame Mourles. Et merci à toi Halima pour ton interview. Alors maintenant place à Zineb qui est à nos côtés pour un nouvel interview de Madame Dima Droubi, si je ne me trompe. Vous nous parlerez des conditions de la femme dans le monde. Zineb, on t'écoute. Bonjour Madame Dima Droubi, bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Il n'y a pas de problème. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter et nous parler un peu de votre parcours? Alors, je m'appelle Dima Droubi, je suis franco-syrienne, donc j'ai fait des études scientifiques, j'ai fait pharmacie en arabe en Syrie, après j'ai fait un MBA en anglais et j'ai fait un DESS en français. Ensuite, je me suis mariée avec un Marocain et depuis 10 ans, je vis au Maroc. Je suis ici parce que, alors que j'étudiais en français, anglais, arabe, j'adorais lire
la littérature et surtout l'histoire, donc dans les 3 langues. Et surtout, j'adorais les histoires comme ça, instinctivement, de ces femmes dans l'histoire qui ont quand même réussi à faire quelque chose de leur vie et à donner un exemple comme quoi, avec l'éducation, la volonté, la confiance, on peut changer notre vie et arriver à quelque chose. Et donc, j'ai choisi une femme qui m'a marqué mon adolescence quand j'ai lu son histoire, qui s'appelle Shajarat ad-Dor. Donc, c'est une femme musulmane qui a gouverné l'Égypte au XIIIe siècle. Elle a commencé sa vie comme esclave. Elle a eu une éducation parce qu'à l'époque, certaines esclaves avaient droit à une éducation beaucoup plus avancée que les femmes libres, parce qu'elles étaient désignées pour les harems des sultans et des princes qui voulaient des femmes éduquées et non pas seulement belles et qui savaient chanter ou danser. Donc, cette Shajarat ad-Dor, elle a atterri chez le prince d'Égypte, qui était à l'époque El-Saleh Ayoub, qui était le petit-neveu de Saladin, donc le fameux héros arabe qui a chassé les croisés. On est en plein croisade. Son mari tombe amoureux d'elle, il la favorise par rapport aux autres femmes. Elle devient sa conseillère politique. Donc, c'est parce qu'elle a eu une éducation et parce que cet homme a cru en elle, ça a renforcé son confiance. Et cette femme a été connue pour être quand même assez exceptionnelle. Les historiens ont dit d'elle, aucun homme n'avait son caractère, aucune femme ne l'égalait en beauté. Et j'ai lu son histoire quand j'avais 14 ans. Et le fait que cette femme, donc qui a commencé comme esclave, ait réussi à devenir sultane d'Égypte, qui était impossible à l'époque, ou même aujourd'hui c'est difficile pour une femme de devenir chef d'État, m'avait inspirée. Elle était vraiment exceptionnelle. Et j'ai décidé donc d'écrire un roman sur sa vie, qui est sorti en France en 2016, et ici au Maroc, on a sorti une version illustrée qui s'adresse aux adolescents, aux enfants, pour qu'ils sachent que dans notre histoire, il y a eu des femmes comme ça. Elle n'est pas la seule, si elle a existé, qu'il y a eu d'autres, mais elle était vraiment exceptionnelle et elle mérite qu'on connaisse son histoire. Donc vous dites que cette femme est une source d'inspiration pour vous, une sorte de modèle. Pourquoi ? Pas modèle, mais inspiration. Ça veut dire que quand même, elle a vécu dans une cour où il y avait eu des intrigues. Elle a assassiné un prince. Elle a assassiné son 2e mari. Donc, elle était tombée dans les intrigues du pouvoir. Par contre, ce qui est exceptionnel chez elle, c'est cette volonté, cette force de caractère. Elle était connue pour ça. Nous, en Syrie, en Égypte, si vous voulez, on connaît son histoire. Au Maghreb, on connaît moins, alors qu'il y a une rue à son nom à Casablanca. Et donc, cette volonté, et puis le fait qu'elle a eu accès à l'éducation, on fait que son parcours, sa volonté de réussir, elle n'a pas eu peur à une époque où la femme était confinée au harem, d'éclater le mur du harem et d'accepter d'être sultan. Et en fait, donc son mari a eu confiance en elle. Maintenant, on est à l'époque en plein croisade. Donc il y avait Saint-Louis à l'époque qui est arrivé avec ses soldats croisés en Égypte en 1249 pour sa 7e croisade. Donc cette guerre a permis à cette femme de briller et montrer donc le résultat de toute cette volonté, exercice de pouvoir et éducation, parce que son mari est mort pendant la bataille qui s'appelle la bataille de Mansoura contre les croisés. Et là, elle montre qu'elle est fin stratège. C'est au lieu qu'il y ait les autres hommes qui prennent les affaires du royaume en charge, c'est elle qui monte au créneau. Elle cache la mort de son mari. Elle fait semblant qu'il est toujours vivant, parce que un chef qui meurt en plein guerre, ça fait que c'est une catastrophe, parce que après tu as la fuite, la débandade de l'armée. Donc en fait, pour garder l'armée et défendre le pays, elle cache sa mort et elle désigne un nouveau chef de l'armée.
Et elle mène elle-même la bataille. On dit même qu'elle est descendue dans les rues sur le dos de son cheval pour inciter le peuple à résister. Et en effet, il gagne la bataille, ils prennent Saint-Louis en otage. C'est pas connu. C'est ça qui m'avait frappé, c'est que quand même c'est extraordinaire ce qu'elle a fait cette femme. On cache son rôle, on parle des Mamelouks autour d'elle. Donc les Mamelouks, pour moi, si vous voulez, c'est un peu l'équivalent des Templiers. Tout le monde connaît les Templiers, qui sont les chevaliers de l'Occident, mais on ne connaît pas assez les Mamelouks. C'est des sectes religieux et militaires. Qui ont défendu les pays de l'islam à l'époque, donc on est en plein XIIIe siècle, je vous rappelle, et ils ont gagné, hein, ils ont gagné, ils ont chassé les croisés, et à un moment, ils ont même pris le pouvoir, alors que les Templiers ont été décimés quand même par Philippe le Bel, parce qu'ils étaient devenus trop puissants. Donc cette femme, on a caché son rôle, personne ne parle d'elle, et vraiment ça me dérangeait. Et il y a une Marocaine qui m'a aussi inspirée à travers son livre. C'est une très grande femme de la littérature et philosophe marocaine qui s'appelle Fatima al-Mernissi, qui a écrit un livre avec un titre très parlant qui s'appelle Les sultanes oubliées. Et Shajarat Ad-Dar, donc, on fait partie. Pourquoi on cache les rôles de ces femmes? Pourquoi? Je pense que c'est juste une négligence. On le met pas assez en avance. Et elle dit dans son livre Fatima al-Mernissi, c'est aux femmes arabes et musulmanes de mettre en avant le rôle de ces femmes, leurs histoires, qu'est-ce qu'elles ont réussi, parce que personne d'autre ne va les faire pour elles. Vous savez, chaque groupe avance les intérêts et raconte les histoires qui sont utiles pour elles. Donc ça a commencé comme ça, et du coup j'ai écrit son histoire très romancée. Et il faut savoir que Shajarat Ad-Dar, donc en français, ça veut dire arbre de pierres précieuses. Et c'était son mari qui lui a donné ce nom parce qu'il trouvait qu'elle était une perle rare, et non seulement une perle, mais un arbre de perles, tellement elle avait de qualités qui peuvent nous inspirer. Mais bon, elle n'a pas une vie idéale, mais à l'époque, tout le monde assassinait tout le monde. La violence était monnaie courante, et elle a eu recours aux intrigues et aux assassinats seulement en dernier recours. Vous avez donc voulu rappeler l'importance du rôle de la femme dans la société. Non, je voulais raconter une histoire que chacun peut interpréter comme il veut. Si tu veux, à l'époque, moi quand j'étais petite, moi j'étais vraiment abasourdie par son histoire, j'ai adoré, j'étais triste pour sa femme. Bon, moi je rentre dans les histoires, j'aime beaucoup la littérature, mais j'entendais des femmes plus âgées qui disaient ah non, cette femme, elle ressemblait trop aux hommes, trop ambitieuse. Donc moi ça m'a dérangée aussi, parce qu'une femme a le droit être ambitieuse, et je vois pas pourquoi elle peut pas aspirer à être chef d'État, sultane, chef de gouvernement ou chef d'entreprise. Mais donc elle avait cette réputation en Orient, et c'est pas pour parler du rôle de la femme, mais que choix de la femme et cette confiance qui lui permet d'assumer des choix et aller jusqu'au bout. Donc vous êtes franco-syrienne, vous avez aussi vécu une grande partie de votre vie au Maroc. Quelle différence avez-vous constatée entre ces trois sociétés concernant le rôle de la femme? Écoutez, moi, bien sûr qu'il y a des rôles. C'est pas le rôle autant que les droits et les lois qui régissent l'État de la femme et les droits qu'on lui donne dans la société. C'est pour ça, c'est ça les différences qu'on voit entre le divorce, le droit de travail, les congés, le pouvoir de recours aux droits. C'est surtout ça la différence. Mais autant dans la vie de tous les jours, ça dépend comment aussi je trouve que la femme elle-même se voit. Est-ce qu'elle se voit comme victime, ou elle se voit comme l'égale de l'homme, ou elle a un rôle
rôle à jouer, et donc on voit de tout. Il y a même des femmes qui sont battues en France, comme il y a des femmes qui rayonnent au Maroc ou en Syrie. Je pense qu'il faut pas voir les choses comme ça. Là où il y a une différence, c'est vraiment au niveau des lois. Qu'est-ce que vous attendez comme changement dans le futur pour améliorer la condition de la femme? C'est quand je vois maintenant les jeunes générations comme vous, c'est de changer ce regard, parce que là on était dans la conférence, il y avait beaucoup de filles qui posaient la question, est-ce que d'être une femme ça va poser des problèmes, des obstacles, dévaloriser? Il faut plus avoir ces pensées en tête, il faut les dépasser. C'est comment on se voit peut aider après à changer le regard de la société, qui peut aider après à avancer l'état de droit dans le sens des lois qui peuvent améliorer l'état de la femme. Donc et je vois pas la femme faire ça toute seule. C'est un partenariat avec les hommes. On peut pas faire les choses différemment tout seul. Ce que je veux voir de différent, c'est cette relation entre l'homme et la femme qui soit plus commence à la maison, basée à l'égalité, et avancer main dans la main tant que personnes qui peuvent assumer les rôles qui s'accordent avec leurs compétences, et plus ça a à voir avec être un homme ou une femme. Voilà ce que je vois, ce que j'espère, les choses vont évoluer. Mais comment vous, en tant que femme, vous pourriez mettre en place ces changements? Que pensez-vous pouvoir faire? Je peux pas. Justement, en parlant, en essayant de changer le regard, justement, à travers un roman comme ça, de montrer un exemple, voilà, bon ou mauvais, mais elle l'a fait. Elle l'a pas fait seule. C'est des hommes qui l'ont élue parce qu'elle a montré qu'elle était capable de monter au créneau, de gérer les affaires. Et voilà, tout est question de compétences et d'imposer ces compétences. Et je pense que, voilà, s'appuyer sur notre histoire pour des histoires comme ça, et moins sur des traditions qu'on croit qu'ils ont existé et qui veulent reléguer la femme, le rôle de la femme dans la société à des tâches ménagères, à son rôle au foyer. Donc c'est ça il faut changer les regards, et c'est à la femme de se voir autrement et avoir confiance en elle, et avoir des exemples comme Shajarat Dar, et il y a des milliers comme elle, et je pense qu'en mettant la lumière sur l'histoire de ces femmes-là, on pourrait avancer un tout petit peu. Donc vous êtes plutôt optimiste quant à ces changements? Ah oui, toujours. Je vous regarde là et je suis optimiste. On peut que l'être optimiste, parce que si on est pessimiste, vous savez, c'est comment on réfléchit, comment on voit les choses, que ça se matérialise après. Si on est pessimiste, le rôle de femme va reculer. Si on est optimiste, ça veut dire on va continuer à travailler vers un état d'égalité devant la loi, et c'est ça ça doit être notre objectif dans le monde arabe. Merci beaucoup, Madame Djima, pour votre interview. Merci de m'avoir accueilli. Merci, Madame Droubi, pour votre participation et pour les informations que vous avez pu nous apporter. Merci. Et on te remercie aussi, Zineb. Alors, je vous dis à plus tard sur les ondes de Mass FM. Mass FM. Mass Union Live, par vous.